Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux au forum Made in Job, 4e édition 2018. Nous sommes à Marseille. Je suis Sylvia Di Pasquale, je suis rédactrice en chef d'un des sites emploi du groupe Figaro qui s'appelle Cadre Emploi. Et à ce titre, je suis spécialiste des compétences, des métiers, des recrutements essentiellement. Alors, de quoi va-t-on parler lors de cette table ronde? Nous allons parler d'écologie digitale et d'économie circulaire avec nos invités. Alors d'abord, en préambule, on a des acteurs qui sont très impliqués dans l'écologie digitale et l'économie circulaire, on va les définir, et qui vont témoigner sur des enjeux sociétaux. Alors les enjeux sociétaux, c'est un bien grand mot, mais on va justement détailler tout ça parce que, on va le répéter beaucoup, réduire la consommation de ressources, tendre vers le 100% plastique recyclé d'ici 2025, ce ne sont pas des vains mots, c'est commencer. Et vous avez des entreprises qui travaillent là-dessus, beaucoup, et dans lesquelles vous allez peut-être pouvoir faire des carrières. Et c'est ce qu'on espère, on espère vous inspirer pour aller dans ces boîtes-là. La France, elle s'est quand même engagée à créer jusqu'à 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans des métiers nouveaux, on va y revenir. Nous allons parler de ces nouveaux métiers, de responsabilité sociale des entreprises aussi, avec l'un de nos invités justement, que je vous présente. Philippe Girard, bonjour, je commence par vous. Vous dirigez RSE. Alors, vous connaissez tous les grands acteurs de la RSE, du moins du Sud, peut-être même d'ailleurs, on peut le dire, parce que ça fait quand même 14 ans que vous êtes dans le secteur. Vous organisez, vous animez le forum national qui s'appelle Reset. C'est un lieu de rencontre pour valoriser les nouveaux modèles économiques, justement. Alors cette année, vous avez eu la chance d'avoir un ministre éphémère, malheureusement, Nicolas Hulot, qui est venu adouber ce forum. Et je pense qu'il était très sincère. Finalement, votre but, c'est de montrer ce qui marche autrement. Et encore une fois, beaucoup d'entreprises sont impliquées dans ces nouvelles façons de faire. On va éclairer donc ces nouvelles façons de gouverner l'entreprise. Vous connaissez beaucoup de modèles et on va y revenir dans 2 secondes dès que j'aurai présenté Marc Lassus. Bonjour Marc Lassus, fondateur, prenez votre micro, voilà, fondateur de GEM+, et aujourd'hui président de Watt Energy. Donc on va pas revenir sur l'histoire de GEM+, parce que je crois que vous en avez beaucoup parlé. C'est une très longue histoire que certains d'entre vous connaissent peut-être. Enfin, c'est quand même une entreprise qui a fini par se faire largement embêter par la CIA américaine. Je sais que certaines choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Watt Energy, c'est-à-dire votre nouvelle boîte qui a été créée il y a 5 ans. Vous allez revenir en détail dessus. Quand même, c'est produire une station mobile de dessalement. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre d'initiative. Et là, voilà, c'est concret. Ça commence à... ça existe, on va dire, avec l'utilisation exclusive d'énergie renouvelable, en plus, solaire, petit éolien, biomasse. Vous allez nous expliquer tout ça. Vous allez nous détailler tout ça dans quelques minutes. Alors, avec vous, Philippe Girard, j'aimerais commencer par définir ce qu'on appelle l'écologie circulaire, l'économie circulaire pardon, et l'écologie digitale. Je vais vous donner des définitions et vous allez commencer à crier, ça vous va? Bon, c'est quoi l'économie circulaire? Ça vise à changer de paradigme par rapport à l'économie dite linéaire en limitant le gaspillage des ressources et l'impact environnemental. Bon, jusque-là, ok. Et l'écologie digitale, la I-écologie, c'est toutes les répercussions du monde virtuel sur le monde réel, sur notre environnement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 2 définitions? Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on y comprenne quelque chose, quoi. C'est comme toutes les définitions. En fait, la question principale, est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 2 août? On a dépassé... Moi aussi. Ah ben Marc c'est alors. Alors vas-y Marc. Que s'est-il passé le 2 août? Allez-y. Bien, ça marche pas? Oui. Depuis le 2 août, voilà. l'humanité vit à crédit. Ouais. C'est-à-dire que l'humanité consomme plus d'énergie que la nature nous en offre, notamment grâce au soleil. Donc, dans le domaine de l'eau, de l'alimentaire, des énergies fossiles, etc., on consomme trop. Et à la fin de cette année, il faudrait que nous ayons à notre disposition 1,7 planètes. Et voilà. Dans 10 ans, ça sera 2 planètes. Donc c'est dramatique. Voilà. Et avant, c'était en septembre, en octobre, enfin voilà, ça ne cesse de se raccourcir, quoi. Voilà, donc l'enjeu, il est là. Donc l'économie circulaire, c'est quoi? C'est qu'une entreprise, elle a
plusieurs secteurs. C'est d'abord, elle crée un produit. Donc pour créer ce produit, elle extrait de la terre. Donc la première question qu'on se pose, c'est de se dire, est-ce qu'elle est obligée d'extraire de la terre toutes ces matières premières dont on va manquer dans quelques années? On parle du fer, on parle du pétrole, on parle du cuivre, de l'eau, etc., etc. Donc la première question, c'est l'extraction. Donc quand on réfléchit à extraction, on réfléchit à éco-conception. Donc, dans l'économie circulaire, déjà, on parle d'éco-conception. Comment je vais éco-concevoir mon produit? Donc, c'est ce qui se passe où on se dit, je vais peut-être utiliser moins aussi des produits toxiques. Je vais utiliser moins des produits dangereux pour la santé, dangereux pour l'environnement. Voilà, c'est des prises de conscience. Donc, par exemple, vous voyez, on voit cette bouteille. Celle-là, elle est un petit peu plus solide. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a des bouteilles en plastique. Elles ont vraiment perdu de leur consistance. Parce que tout simplement, ils ont économisé 30% de plastique sur leurs bouteilles en se disant, bah, finalement, ça marche toujours et on économise 30%. Mais en économisant 30%, on fait du bien à la terre, mais on fait aussi vachement du bien à l'entreprise. Parce qu'elle, elle a 30% de moins à acheter et dans son appareil productif, c'est rentable. Voilà. Donc, l'éco-conception, c'est pas simplement quelque chose qui pose des problèmes pour l'entreprise. Ça pose des problèmes de recherche et développement. Donc, comme on est dans les compétences et dans l'emploi, effectivement, il y a un énorme réseau et besoin de gens qui vont aller dans la recherche et le développement, mais des gens qui vont penser autrement. Ça veut dire que, en fait, dans les compétences dont on a besoin, c'est surtout des gens qui savent regarder le monde d'une autre manière que celle avec laquelle on la regarde nous. Mais ça, c'est super important parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on ne va pas créer des métiers vraiment nouveaux. Non. C'est une adaptation de métiers existants, mais avec des mindsets différents. Mais aujourd'hui, je discutais avec des gens du recrutement, mais a priori, on cherche de plus en plus des gens décalés. Alors c'est une bonne nouvelle parce que moi je l'ai été il y a 15 ans, mais moi j'étais en dehors du marché. C'est pour ça que j'ai créé tout ce que j'ai créé, parce que moi on ne me voulait pas. On me disait j'étais trop décalé. Mais aujourd'hui on cherche ça. Parce que vous êtes une personnalité atypique, c'est ça? Mais parce que je rentrais pas dans les cases. Parce que quand je suis rentré dans une entreprise, on m'a dit, il y a 15 ans, je me suis retrouvé au RMI. Parce qu'on m'a dit, vous n'êtes pas suffisamment formé pour être directeur, vous êtes trop formé pour être collaborateur et vous allez bouffer le directeur, vous allez vous ennuyer, on va vous former mais vous allez partir. Et en gros, votre manière de regarder les choses dans la boîte, ça va être trop dérangeant. Voilà, donc il n'y avait pas de place pour quelqu'un comme moi. Et moralité, mon exemple à moi, il n'est pas très important, mais il est très intéressant. Parce que ça veut dire que les entreprises, elles ont recruté beaucoup de gens qui se ressemblent. Ouais. Et moralité, quand il y a beaucoup de gens qui se ressemblent, il n'y a personne qui invente le monde de demain. Ouais. Et aujourd'hui, elles reviennent en arrière parce que comme les entreprises ne savent pas où elles vont, vu que tous les modèles économiques sont attaqués de toutes parts, par Airbnb, par Uber, par tout le digital, etc., ils ont besoin de gens qui ont un regard décalé. Et donc pour inventer ce monde nouveau et pour faire de l'éco-conception et se dire, tiens, comment je pourrais intégrer des choses, il faut beaucoup de réflexion, il faut de l'ingéniosité. Donc ça va au-delà que je suis formé pour être ingénieur. C'est avoir une manière de se décaler dans le monde. Et là, il y a un énorme travail à faire sur les formations, sur les profs. On y reviendra, ouais. On reviendra sur les formations. Là, on reste sur les donc, voilà, donc sur les enjeux. Quand on extrait, il faut se réfléchir à comment c'est l'éco-conception. Et donc forcément, le recyclage. Le recyclage rentre dans l'extraction, mais il arrive en fin. Après, il y a l'utilisation. Donc, on a un produit et on se dit, comment on a besoin de l'utiliser? Et là, on a inventé un nouveau mot, c'est l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus sur la vente du produit, mais sur l'usage du produit. C'est du design, non? Non, c'est pas du design, ça n'a rien à voir. C'est par exemple, est-ce qu'on a besoin d'un appareil à raclette, d'acheter un appareil à raclette, alors qu'on l'utilise 3 fois dans l'année? Donc non, on peut le louer. Donc Seb est en train de réfléchir à se dire, le groupe Seb, pourquoi je vendrais mes appareils à raclette et pourquoi je ne les louerais pas. Voilà. Le fait de les louer, ça veut dire que c'est lui-même qui détecte si oui ou non son produit a un problème, n'a pas un problème. Et donc on renverse aussi à l'origine tous les problèmes d'obsolescence programmée. Où on utilise un produit pour qu'il se casse la gueule dans 5 ans, parce que comme ça on peut en vendre un autre. Si je le loue, alors là j'ai intérêt que mon produit il dure le plus longtemps possible et que j'ai le moins d'intervention possible. Mais alors une question pile poil là, sur Seb justement, qui pourrait se mettre à louer des appareils, comment est-ce qu'il va vivre? Est-ce qu'il n'est pas en train de se mettre un couteau dans le pied? Mais c'est toute la réflexion. Mais en fait ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui,
il y a ce qu'on appelle l'économie frugale. L'économie frugale, ce sont des gens qui sont pauvres, entre guillemets, qui ont envie d'avoir les mêmes biens que nous et qui inventent des systèmes qui révolutionnent le monde. Airbnb, c'est certainement pas les hôtels qui se sont dit tiens, si on allait dormir chez l'habitant. C'est quelqu'un qui s'est dit tiens, j'ai pas de sous pour aller à l'hôtel, comment je pourrais faire pour aller dormir quelque part? Et il a eu cette idée. Tout le monde est en train d'être ravagé, mais de manière positive, par des idées frugales. Et donc le groupe SEB, de toute façon, il n'a pas le choix, parce qu'il y a des gens qui ont monté des systèmes, des sites internet, etc., de location. Et donc, vous pouvez tout trouver dessus. Vous avez besoin d'une perceuse, vous avez besoin d'un appareil à raclette, vous avez besoin de tout ça. Et ces boîtes, elles commencent à marcher de plus en plus. Donc le groupe SEB ne peut pas ignorer ça, même si c'est à la marge. Et toutes ces entreprises, elles sont obligées à un moment de scier la branche sur laquelle elles sont, mais elles attendent le plus tard possible, parce qu'elles, justement, elles en ont peur. Et c'est là où elles meurent. Donc elles commencent à comprendre qu'il faut quand même faire des choses si elles ne veulent pas mourir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans un intermédiaire. Donc l'économie de la fonctionnalité, c'est on n'est plus sur l'inflexion sur le produit je vais vendre, mais sur l'usage qu'on peut en faire et sur tout ce qu'on peut créer derrière. Voilà. Parce que Michelin, par exemple, quand il est parti sur l'économie de la fonctionnalité, sur les poids lourds, il a vendu un pneu, il ne vendait plus un pneu, il vendait des kilomètres. Et il récupérait 80% du pneu, et 80% du pneu est recyclé. Et là, on revient sur l'extraction. Donc finalement, il a fait des gains d'économie. Et aujourd'hui, il ne vend plus des kilomètres, il vend même de l'essence. C'est-à-dire qu'il vous garantit qu'avec ce pneu-là, vous allez faire tant de kilomètres et utiliser tant de litres d'essence. Et ça, pour l'entreprise, c'est énorme. Pour les accidents du travail, c'est énorme. Pour la sécurité du salarié, c'est énorme. Et pour Michelin, c'est génial aussi parce qu'il ne récupère plus un pneu totalement usé dont il ne peut plus rien faire, mais un pneu à 80% qu'il peut réutiliser. Donc on peut faire des gains d'économie. Donc ça, j'imagine, parce que vous connaissez un petit peu les gens de chez Michelin, j'imagine que les métiers qui ont suggéré ça, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les facilitateurs en économie circulaire, parce que ça existe, hein. Il n'y a pas d'annonce, mais ça existe. Ce sont, j'en avais noté quelques-uns, ce sont tous les métiers autour de l'innovation. Aujourd'hui, c'est de l'innovation en économie circulaire. Ça existe déjà dans les boîtes, ça. En fait, aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est que ce ne sont pas des nouveaux métiers, ce sont des métiers qui s'adaptent. Donc, à chaque fois qu'on entend parler de nouveaux métiers, oui, il faut savoir gérer une éolienne, mais c'est qui sait gérer une éolienne? C'est un ingénieur. C'est un ingénieur, il est ingénieur et il apprend des nouveaux procédés qui lui permettent de faire de l'éolienne. Oui. Donc, facilitateur, c'est des chefs de projet qui savent parler, qui savent gérer une communauté. Ouais. Parce que quand Seb, par exemple, s'il veut faire un truc pour récupérer ses cocottes minutes, imaginons, il va falloir qu'il trouve, et il veut les réparer, il va falloir qu'il trouve au local des gens qui sont capables de les réparer, il va falloir qu'il change sa manière de faire, et là il a besoin de facilitateurs qui vont lui trouver les bonnes personnes au bon endroit, qui vont lui permettre de régler tout ça, et que la clientèle ne soit pas déçue. Donc c'est énormément d'enjeux pour l'entreprise. On ne change pas. C'est pour ça que quand les boîtes, plein de gens disent il a qu'à faire du recyclage, il a qu'à faire ci, il a qu'à faire ça. C'est très compliqué pour une entreprise. Parce que ça lui demande de changer complètement sa manière de faire et de trouver surtout les bonnes personnes. Oui, et puis effectivement, ça a une influence sur son modèle économique. On va revenir juste après justement sur les compétences mises en jeu, mais je voudrais passer la parole à Marc Lassus. Finalement, pour vous, quels sont, pour rebondir sur ce que disait Philippe, quels sont les grands enjeux écologiques auxquels va répondre Watt Energy, la boîte que vous avez créée? Est-ce que vous pouvez nous... D'abord, Philippe a utilisé deux mots très importants pour moi, c'est la frugalité. La frugalité, ouais. Et le recyclage. Bon. Le problème, c'est que notre civilisation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, notre civilisation gaspille, consomme trop, et on arrive à la limite des ressources offertes par la planète. Donc il faut s'adapter maintenant et changer complètement notre façon de faire. Et il y a des domaines clés qui sont ceux de l'eau, de l'énergie et de l'agriculture. Et en plus, au-delà d'un constat qui est très très négatif, il faut voir que la population sur Terre va augmenter de pratiquement 2 milliards d'individus de plus, qu'il y a des continents entiers comme l'Afrique où les gens souffrent de manque d'eau, de manque de ressources alimentaires, ouais. et que ces gens-là s'entraînent des flux migratoires dont on parle en permanence. On n'arrive pas à les fixer chez eux, et ça entraîne aussi des
des conflits. Parce que la plupart des conflits qu'on a vus récemment, c'était lié à quoi? Au pétrole. Vous regardez la Libye, vous regardez l'Irak, je ne vais pas faire de géopolitique, la Syrie, tout est lié à l'accès aux ressources énergétiques. Et la prochaine, c'est l'eau. Et quand on voit comment M. Trump gère l'affaire de l'Iran, c'est uniquement pour ça. Et pourquoi Total est obligé de se retirer, tout ça c'est lié à l'accès à l'énergie parce qu'il y a un manque de ressources énergétiques qui devient dramatique. Si on passait à l'économie circulaire, c'est 630 milliards d'économies que le monde ferait. 630 milliards d'économies. C'est un chiffre de qui, vous savez? J'en sais rien. Je l'ai trouvé sur Internet, je n'ai pas marqué la source. Vous savez, moi je suis un peu obsédée par les sources. Ah ouais, mais je n'ai pas regardé la source. On revient à l'eau, à la source. Bon, alors, pour l'eau, j'ai évolué du monde de l'informatique au monde des énergies renouvelables et au monde de l'accès à l'eau et ressources indispensables alimentaires à des milliards de personnes sur Terre aujourd'hui qui sont en souffrance, qui sont en stress hydrique et en manque d'accès alimentaire. Après avoir aidé les gens à se relier aux autres, vous voulez aujourd'hui les nourrir en fait en eau? Exactement. À partir du moment où vous amenez de l'énergie vous sert à obtenir de l'eau, à purifier l'eau, avec le soleil essentiellement, capteurs solaires, enfin cellules solaires, éolien, petit éolien, et la biomasse. Et la biomasse qui est une partie du recyclage. À ce moment-là, les gens ont accès à l'eau. S'ils ont accès à l'eau, ils peuvent survivre, ils peuvent cultiver. On va leur apprendre à cultiver de façon sobre et intelligente. Marc, vous conjuguez au futur pour le moment. Ça n'existe pas encore? Non, c'est incroyable. On ne va pas avoir le prix Nobel avec ça, j'arrête pas de le dire, mais il s'agit d'associer différents modules technologiques que sont le solaire, l'éolien, la biomasse, des techniques quand même de purification de l'eau ou de dessalement qui sont modernes, dont les coûts ont baissé. Le problème, c'est qu'il y avait un problème de coût. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'osmose inverse, on a le moteur qui nous permet de dessaler l'eau de mer ou de la purifier de façon très économique et mobile. Et je prends comme modèle ce que j'ai vécu. Tout à l'heure, vous parliez dans la session précédente de préhistoire. Vous parliez de dinosaures. Moi, je suis un fossile vivant. Non, mais j'ai assisté. Un fossile, ça ne bouge plus. Vous bougez encore. Vous n'étiez pas né. J'ai assisté à l'évolution de l'informatique de l'époque où une mémoire qu'aujourd'hui est dans une mémoire USB, qui est de l'épaisseur de l'ongle de votre auriculaire, ça rentrait à peine dans cette pièce. Et ça pesait des tonnes. Ouais. C'était IBM qui avait fait les premières. Ça consommait une énergie folle et c'était très cher. Eh bien, au cours des dernières décennies, on a subi cette évolution vers la miniaturisation. Et ce que je pense que nous allons faire dans le domaine de l'eau et de l'énergie, il faut qu'on sorte du modèle des méga-usines ou des méga-centrales nucléaires ou énergétiques, etc., fourniture d'électricité. De même que pour l'eau, il faut qu'on évolue vers des systèmes distribués qu'on pourra installer un peu partout, pas cher, et notamment c'est la seule solution pour des pays comme l'Afrique, l'Amérique latine, l'Indonésie, et alors, après je finirai là-dessus, mais on a une richesse en France potentielle qui n'est pas exploitée, c'est le domaine de la mer. On a la deuxième façade maritime au monde, et là il y a des richesses potentielles extraordinaires et des créations d'emplois possibles. Pourquoi est-ce que vous dites pour Watt Energy que c'est small is beautiful? C'est exactement le message de la miniaturisation. Aujourd'hui, une usine de traitement de l'eau ou de dessalement d'eau de mer, elle coûte entre 1 et 2 milliards d'euros. Il faut 2 ans pour la mettre en place. Elle consomme des énergies fossiles incroyables, donc seuls des pays riches comme les pays du Moyen-Orient peuvent se les payer. Israël, etc., qui ont accès aux ressources. Et ça coûte très cher et ça ne peut s'adresser qu'à des pays riches et des concentrations urbaines importantes. Ensuite, vous avez le problème de la distribution. Il faut que l'énergie et l'eau, il faut des réseaux de distribution. Monsieur Borloo était parti sur une idée qui était une très bonne fausse idée, c'est-à-dire qu'il voulait électrifier l'Afrique. L'Afrique, c'est 53 pays indépendants déjà. Ce sont des kilomètres, des distances énormes. D'où vient l'énergie? Comment on peut alimenter un continent contre l'Afrique sans passer par ce qu'on sait faire dans les pays occidentaux? Ce n'est pas possible. Oui, ils n'y sont pas arrivés. Modèle, ouais. Ça a été un échec total.
et puis il n'a pas l'argent. Alors que des petits systèmes distribués sont très économiques. On peut fournir de l'eau la moins chère au monde parce que l'énergie est gratuite. C'est le soleil, c'est le vent et c'est le recyclage de la biomasse. Et voilà. Ouais. Et Marc, deux mots sur cette entreprise Watt Energy, justement. Est-ce qu'elle existe en France? On peut postuler? On peut bosser pour vous? Comment ça marche? Les compétences sont toutes dans la région. Elles sont dans, pardon? Dans la région, PACA. Dans la région PACA, ouais. Toutes dans la région PACA. Ce sont des anciens amis, ce sont des gens avec qui je me associé. On couvre un spectre de compétences très large. Ouais. Et les gens sont bénévoles aujourd'hui, mais la structure Watt Energy existe depuis plusieurs années, mais pas en France. D'accord. Elle existe plutôt à l'étranger? Oui, pas en France. Vous voulez pas dire où? Bon, pour un tas de raisons, parce que j'ai été quand même agressé par la CIA. On refuse de faire du business avec les dollars, ça sera que l'euro ou des monnaies locales. Et aujourd'hui, pour le moment, et c'est temporaire, c'est à Hong Kong. Mais j'étais en Afrique du Sud la semaine dernière. On va travailler, on va avoir quand même une structure française qui ne sera pas Watt Energy pour régler tout un certain nombre de problèmes. Mais j'ai été brûlé une fois, je vais me faire brûler 2 fois par M. Trump et ses copains. On dit chat échaudé, craint l'eau. Oui. Voilà. Effectivement, on aura essayé. Pour compléter ce que vous disiez, un rapport de l'OMS et de l'UNICEF qui date de 2017 dit que moins d'un tiers de la population mondiale, soit près de 2,1 milliards d'individus, n'ont toujours pas accès à l'eau, à des services d'alimentation domestique en eau potable, pour être précis. C'est très grave parce que tout l'aspect migratoire, le problème des migrants, on crée il y a des disputes politique, etc. Mais commençons par le régler en amont. Et on en parle. Alors, il y a les grandes messes, les COP, machin, il y a les GIEC en ce moment en Corée. Ce sont des grandes messes. On discute beaucoup, mais rien ne se décide. Alors que là, il y a des solutions très simples, pas chères, que l'on peut déployer très rapidement. Alors, je reviens à vous, Philippe. Vous vouliez réagir peut-être à ce que disait Marc sur les enjeux écologiques. On les a bien perçus. Enfin, il y a un enjeu dont on n'a pas parlé quand je vous parlais de l'entreprise. L'entreprise, elle doit se soucier, comme je vous l'ai dit, de ce qu'elle extrait de la terre, de ce qu'elle utilise. Mais après, il y a le dernier pan qui est un des plus importants, c'est la fin de vie du produit. Oui. Voilà. Donc là, on est sur recyclage. Voilà. Et là, on est sur le recyclage, on est sur la réparation, on est sur la maintenance. Et en fait, on parle de boucles. Quand on parle d'économie circulaire, on parle de boucles. Ce sont des boucles. Des boucles pour l'entreprise et des boucles locales. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de Seb. Seb, quand il fait il vend 9 produits par seconde. Il a 6500 produits. Donc est-ce que vous imaginez l'enjeu que c'est des matières qu'il crée, qu'il extrait, et des matières qu'il récupère? Et quand on parle des compétences, on transforme les métiers. Parce que si vous êtes dans la réparation et la maintenance, vous n'êtes plus dans votre manière de vendre, dans votre manière d'aborder le client. Vous êtes sur un lien avec le client. Vous n'êtes plus simplement un acheteur. Quand il y a eu venteprivée.com qui est arrivé, ils ont tué 30% du marché de Darty de Boulanger, par exemple. Okay, pourquoi? Parce que Darty Boulanger ne fidélisait pas ses clients. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude d'avoir le client qui vient dans son magasin et qui achète sa machine à laver, qui achète son réfrigérateur, etc. Mais ils ne l'avaient pas du tout ciblé. Et à un moment, ils ont réfléchi, Boulanger principalement, s'est dit, mais mince, quels sont mes clients? Ça les a obligés à savoir quels étaient leurs clients. Et en réfléchissant, ils se sont aperçus que les étudiants, par exemple, étaient des clients qui n'avaient pas besoin d'acheter une machine à laver, mais ils avaient besoin de la louer. Donc, ils ont fait l'économie de la fonctionnalité. À l'inverse, après la raclette, la machine à laver. À l'inverse, les seniors étaient une cible beaucoup plus fidélisante, entre guillemets. Donc elle achetait, mais elle avait besoin que ça marche longtemps. Et en même temps, le fait de bien connaître sa clientèle, ils sont partis dans la domotique aussi, pour les maisons, et ils ont créé des nouveaux produits. Donc réfléchir au sein même de son entreprise, de qui va acheter, de quel est l'usage, de comment je récupère aussi mes matériaux, finalement c'est un gain d'économie et c'est une fidélisation de la clientèle. Mais ça change la compétence souvent des gens qui vendent. Quand Rank Xerox, il est passé de la vente de ses photocopieurs à la location, il n'avait plus besoin d'avoir des vendeurs, il avait besoin des gens qui créent de la relation client. Et c'est autre chose. Voilà.
Philippe, vous organisez, vous animez le forum Reset qui s'est tenu il y a... Alors ça se tient quand? C'est chaque année, c'est quelle date? Au mois d'avril. Au mois d'avril, donc là Ouais. c'est passé. Moi je voulais savoir, la RSE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise. Sociétale des entreprises. Sociétale, pardon. La responsabilité sociétale de l'entreprise. Est-ce que c'est selon vous un vrai métier? Ça vous allez me dire oui. Mais est-ce que c'est... Ah non. Non, c'est pas un vrai métier du tout. Ouais, pourquoi? En fait, on n'arrête pas de tromper tout le monde là-dessus, parce que la RSE, c'est pas un nouveau métier. Ce sont chaque métier, chaque fonction en fait, chaque fonction qui élargissent leur champ de vision. Oui, mais il y a bien un monsieur ou une madame RSE dans une entreprise. Oui, mais le monsieur RSE, on peut dire que c'est un nouveau métier dans le sens où il a une vision globale de la boîte. Mais il n'y a pas un expert de la RSE. Parce que la RSE, c'est une quarantaine de briques dans l'entreprise. Ça veut dire que l'expert en RSE, il devrait être un expert dans l'égalité homme-femme, dans la lutte contre les discriminations, dans la sécurité au travail, dans les risques psychosociaux, dans la gestion du stress, dans la conciliation vie privée et vie professionnelle, dans l'économie d'énergie, l'économie des déchets, le traitement de l'eau, les pollutions des sols. Et il doit être aussi expert dans qu'est-ce qu'on fait au niveau sociétal, l'employabilité locale, les sponsoring, le mécénat. C'est ça la RSE. Mais vous en connaissez des monsieur ou des c'est pour ça qu'il n'y a madame pas RSE? Ça d'experts. existe. Non, mais si on revient à l'origine, c'est intéressant l'origine. Comment la RSE, c'est quoi? Ce sont des gens qui travaillaient dans la stratégie d'entreprise ou qui étaient dans le RH et qui d'un coup ont agrandi leur champ dans le domaine social et puis ils sont partis dans l'environnemental. Ou alors c'est des gens dans la qualité, la sécurité, les QHS ou qualité, hygiène, sécurité, les gens qui travaillaient là-dedans, qui ont élargi leur champ dans l'environnement et qui après sont partis dans le social. Mais il n'y a personne qui est expert de la RSE. L'expert en RSE, potentiellement que je suis, c'est que j'ai une vision globale de l'entreprise. Et en ayant une vision globale de l'entreprise, je comprends chaque étape de l'entreprise et je comprends chaque vase communicant entre chaque manière de faire. Quand vous décidez à un moment de dire on va créer de l'éco-conception ou on va créer de l'économie de la fonctionnalité, que vous passez de la vente à la location, ça change 50 000 métiers, ça change la manière de communiquer, ça change la manière de faire le marketing, ça change la manière de recruter, vous recrutez plus les mêmes personnes, ça change la manière de vendre, donc vous touchez tous les métiers. Donc justement sur les recrutements, je rebondis sur ce que vous dites. Les entreprises qui sont animées, on va dire, par l'économie circulaire ou l'écologie digitale, vont chercher quel type de compétences on a bien compris, hein, dans tout type de métier, mais quel type plutôt de soft skills, voyez, de capacité? Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, si on veut vraiment faire, je sais pas moi, on va toujours prendre Seb, mais vous aviez parlé de Michelin, de Seb. Voilà, Michelin. Si on reprend Michelin c'est quoi? C'est un moment, il se dit, au lieu de vendre des pneus et de les récupérer trop usés et je peux rien en faire. Et ce qui met en insécurité le chauffeur, l'entreprise, les gens de la route, et donc mon entreprise par répercussion. Je vais les louer. Quand il est parti dans ce système-là, les compétences dont il avait besoin, elles n'étaient pas énormes, quoi. Ça veut dire qu'il avait besoin de quelqu'un qui allait faire un travail auprès de l'entreprise pour lui expliquer que maintenant ça allait changer. Il n'y a pas de compétences réelles. Quelqu'un qui va gérer un projet d'économie circulaire, il a besoin surtout d'être un fédérateur. Ça doit être un fédérateur, ça doit être un fouineur parce qu'il doit trouver les bonnes compétences, il doit trouver les bons relais et il doit savoir faire le job à l'interne pour arriver à voir les manques de chacun et à apporter à chacun ce qui lui manque pour comprendre le métier de l'autre, quoi. C'est énormément, en fait, pour les entreprises, la RSE, donc l'économie circulaire ou toutes ces notions-là, c'est énormément de temps d'appréhender le changement, en fait. Ouais, c'est le change. C'est une transformation. Tout ça, ça transforme complètement l'entreprise, ça transforme complètement la vision de l'entreprise. Et le problème, c'est qu'il faut aller au board, parce que c'est les patrons qui, eux, ils ont Kodak, par exemple, Kodak, qui était le numéro 1, il ne s'est pas réinventé parce qu'il n'a pas cru au numérique, alors qu'il l'avait trouvé. C'était le premier à l'avoir trouvé. Et c'est mon successeur chez Gemplus qui a tué Kodak. Qui a tué Kodak. Il a quitté Gemplus
il s'est fait virer, on lui a donné la direction de Kodak et il a précipité la chute. Oui, c'est vrai pour la petite Donc par exemple, juste pour terminer sur Kodak, on a une minute et on passe aux questions de la salle. Ce qui est super intéressant, c'est qu'est-ce qu'il aurait fallu à Kodak? Eh bien, il y a des chercheurs qui ont trouvé le numérique. Mais Kodak, à cette époque-là, il avait acheté énormément d'endroits pour développer les photos. Donc il fallait faire plaisir aux actionnaires et il était hors de question de mettre à mal le modèle de développement des photos. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est que les chercheurs, est-ce qu'ils étaient suffisamment bien dans leur basket? Est-ce qu'ils avaient suffisamment d'autonomie, de légitimité pour pouvoir discuter avec la direction et les convaincre qu'ils étaient en train d'aller dans le mur? Donc là, on s'aperçoit que la compétence qu'il faut dans les entreprises aujourd'hui, c'est des coachs, c'est des gens qui aident à la transformation, qui enlèvent les peurs des directeurs, des directions, pour leur dire arrêtez d'avoir peur, parce qu'en ayant peur, vous allez aller dans le mur. Des évangélisateurs en quelque sorte. Ouais. Des gens qui vont leur expliquer que transformer leur boîte, ça peut être bénéfique, et qu'il ne faut pas en avoir peur, et que donner de l'autonomie à ses salariés, ça peut leur donner des idées, c'est eux qui vont amorcer le changement, et c'est eux qui vont leur dire comment le monde de demain aussi peut se transformer si eux ne le voient pas, quoi. Et que tout ne repose pas sur les épaules du chef d'entreprise. Plus seulement. Les besoins en compétences de l'économie circulaire et de l'écologie digitale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Des questions à nos intervenants? Oui, une question. Celui-là-ci, je peux vous prendre votre micro, s'il vous plaît, merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Émilie Rambert, j'ai travaillé dans différentes entreprises et notamment sur la notion de RSE. Moi j'ai une question un peu plus globale, alors c'est peut-être une question qui fâche, mais est-ce que la notion de productivité, de croissance, sont-elles vraiment compatibles avec les enjeux d'écologie d'aujourd'hui et de demain qui seront nettement plus importants encore? Super question, merci. Est-ce que c'est compatible en fait? Est-ce que les impératifs de croissance qu'on a dans notre société sont compatibles avec l'écologie, l'économie circulaire? D'abord, il faut que ce soit une croissance différente. Ce n'est plus la croissance qu'on a vue, les grands groupes qui monopolisent les activités. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la dissémination, la miniaturisation et l'accès démocratique de ces technologies. Et c'est aussi des emplois d'un type nouveau. Je vais encourager les gens à refaire de l'agriculture comme on la faisait il y a un siècle. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de détruire les terres, on met des fertilisateurs et des pesticides, je sais pas quoi. Des pesticides, oui. Des pesticides, c'est dramatique. Donc il faut reconvertir la façon de voir les choses. Et notre Watt Énergie, excusez-moi de parler Watt Énergie, mais Watt Énergie, c'est l'eau. Au contraire. C'est d'abord l'eau et l'énergie, avec le soleil, le vent, la biomasse. Mais autour de Watt Énergie, on va développer ce que nous appelons, small is beautiful, mais les oasis de vie. Ce produit-là, que j'ai aidé à développer, parce que les cartes SIM, c'était nous à 80%. J'ai honte aujourd'hui lorsque je vois les gamins d'ailleurs qui, au lieu de téléphoner, ne font que communiquer, regarder à l'écran. Il était fait pour téléphoner au départ, et notamment apporter la sécurité dans une ambulance, etc. Aujourd'hui, vous avez toutes les applets, toutes ces applications de jeux, de géolocalisation qui sont très utiles. Mais pour Watt Énergie, ça va être la même démarche. On aura un module qui sera tout petit, qui va fournir de l'eau et de l'énergie. Mais autour de ça, on va développer tout un tas d'applications dans le domaine de l'agriculture, de la pisciculture, de la culture des algues, qu'elles soient avec l'eau douce ou avec l'eau salée. Avec les algues, et on va reparler de la mer rapidement, avec les algues, on peut faire des biocarburants, on peut faire de quoi nourrir les gens. Vous prenez la spiruline par exemple, il n'y a rien de mieux que la spiruline pour alimenter les gens en Afrique, etc. Donc, et il va y avoir des métiers nouveaux, mais c'est dans le domaine de l'éducation que l'on va être obligé de développer des techniques nouvelles et de proposer des techniques liées à l'informatique et à l'information. L'e-learning, c'est-à-dire éducation à distance, et les fameux MOOCs. Vous avez entendu parler des MOOCs? C'est Mobile Open System for... Massive Open Courses, oui. Courses, oui. Et aujourd'hui, ici, dans le PACA, nous travaillons avec 3 universités
Une qui est à Nice, Sophie Antipolis, une qui est à Valence et Grenoble et une autre à Lyon. Donc on est en train de développer des MOOCs pour aider les gens à les éduquer à distance. Mais on pourra le faire grâce aux satellites, etc. Ouais. Et ça, c'est des métiers nouveaux. Très bien. Alors pour compléter effectivement les réponses qui sont données, alors c'est très compliqué de répondre à votre question, vous le sentez bien. En tous les cas, moi je suis allée chercher des chiffres à la fois au ministère de l'Environnement et aussi à la Fondation Hélène MacArthur. Ce sont des rapports très intéressants que je vous invite à consulter aussi, hein, vous les connaissez Philippe. L'emploi dans le cœur de l'économie circulaire a gagné près de 55 000 équivalents à temps plein. Donc si c'était pas rentable, à mon avis, il n'y aura pas des emplois créés. Pour répondre à, voilà, est-ce que c'est compatible avec la croissance? Le cœur de l'économie circulaire mobilise aujourd'hui 545 000 emplois en équivalent temps plein toujours. Ça, c'était des chiffres 2013, ils ne les ont pas réactualisés. Donc pareil, il y a quand même quelque chose qui montre que ça bouge. Et chez France Stratégie, ils ont une étude aussi très intéressante qui donne la répartition des emplois et des qualifications nécessaires pour ces emplois dans la réparation, les déchets, la dépollution, la maîtrise de l'énergie, etc. etc. Et pareil, on voit que les chiffres progressent chaque année. Donc on peut se dire que le mouvement est en route. En tous les cas, il nous reste 2 minutes. Moi, si je suis un fou de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est parce que justement, c'est l'équation parfaite pour faire grandir les hommes, améliorer l'environnement et donner de la croissance aux entreprises. Voilà. Quand une entreprise, elle décide de se soucier de ses salariés, elle les rend plus heureux, donc ils sont plus productifs. Donc naturellement, ils créent de la croissance. Quand une entreprise réfléchit à son éco-conception, à moins extraire de la terre, Michelin, Seb, la bouteille d'eau où on utilise 30% de moins de matière plastique pour la fabriquer, forcément il fait de la croissance parce que c'est 30% de coût en moins. Donc ces réflexions-là, au contraire, elles créent une croissance. Mais comme disait Marc, c'est une croissance différente, avec des métiers maintenant différents et des approches différentes. Et surtout, on est devant aussi un mur, parce que les ressources vont manquer. Et dans l'économie circulaire, quand vous me demandez les compétences, etc., aujourd'hui, l'économie circulaire s'inspire énormément du biomimétisme. Ça veut dire que c'est des gens qui... Donc s'il y a des métiers, il faudrait trouver des gens qui vont dans les forêts et qui trouvent en regardant et en analysant. Donc il faut des naturalistes, il faudrait beaucoup de naturalistes, il faudrait... il faudrait des gens... je sais pas qu'est-ce que c'est tous ces métiers de la nature, quoi, qui vont explorer, qui vont regarder, et qui vont se dire tiens, la limace elle fait comme ça, donc on pourrait peut-être l'utiliser dans l'industrie. Et ça se développe de plus en plus. Ce que Léonard de Vinci faisait en son temps, bien entendu. Est-ce que c'est des métiers nouveaux? Voilà. Ouais. Et ce que vous dites, pour terminer, c'est que finalement toutes ces entreprises, elles ont en commun de passer à un modèle économique de service et non plus de produit. Ouais, et c'est ça, sans doute, ouais. Messieurs, Marc Lassus, un dernier mot. Je rentre d'Afrique du Sud. Ce qui les a séduits le plus, bien sûr, c'est l'eau, l'énergie, etc. Mais surtout le travail des femmes. Ils nous ont dit, en Afrique, les hommes, ils ne travaillent pas. Voilà. Bon. Mais en revanche, les femmes, elles font des fois 15-20 km à pied pour aller chercher de l'eau. Ouais. Et maintenant, on va pouvoir les faire travailler de façon intelligente et constructive, élever leur famille et aussi faire ces oasis de vie autour d'un puits artificiel que nous amenons. On a failli reparler des femmes, c'était déjà le cas dans la table ronde précédente, mais on doit s'interrompre. Donc ce sera pour la prochaine table ronde. Marc Lassus, merci infiniment d'avoir été parmi nous ce matin. Philippe Girard, merci beaucoup. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. En tous les cas, c'était le but. Et surtout que ça vous aura inspiré. À tout à l'heure.